Le 12 novembre 1945, 18h15. Ferme Harrison, Herefordshire, Angleterre. L'unterofficier Carl Schmitt se tenait dans l'entrée de la ferme, casquette à la main, incertain de faire un pas en avant. Derrière lui, 2 autres prisonniers allemands, Heinrich Weber et Franz Dietrich, attendaient également figés. Par l'embrasure de la porte, il pouvait voir la table à manger de la famille Harrison, mise pour 8 personnes, de la vapeur s'élevant des plats de service. Toute la scène était impossiblement domestique et totalement inattendue. William Harrison, le fermier qui avait supervisé leur travail pendant 4 mois, fit un geste vers la table. « Allez, venez, la nourriture refroidit. Ma femme a préparé un ragoût d'agneau et il y a du pain frais sorti du four. Ne restez pas plantés dans l'entrée. » Karl échangea des regards avec ses compagnons. La propagande avait été explicite pendant des années. Les familles britanniques haïraient les soldats allemands avec une intensité qui excluait toute interaction humaine au-delà de la supervision nécessaire du travail. Pourtant, voici une invitation à un dîner familial, comme s'ils étaient des voisins plutôt que des prisonniers ennemis. L'épouse de Harrison, Margaret, apparut de la cuisine portant un autre plat. Elle sourit vraiment, aux Allemands se tenant hésitants dans l'entrée. « N'ayez pas peur, les gars. Il y en a assez pour tout le monde. William me dit que vous avez travaillé dur sur la clôture nord. Le moins que nous puissions faire est de vous nourrir correctement. » Karl entra, la gorge serrée. La dernière fois qu'il s'était assis à une table familiale, c'était Noël 1941 à Munich, avant sa conscription, avant Stalingrad, avant la capture et le transport en Angleterre, où il s'attendait à de la brutalité, mais ne reçut qu'une ferme équité qui confondait toutes les suppositions que le Reich lui avait enseignées. Il s'assit là où Margaret l'indiquait. Heinrich et Franz suivirent, se déplaçant avec précaution, comme s'ils craignaient qu'un mouvement brusque ne brise l'illusion. Les 3 enfants de Harrison, 2 filles âgées de 12 et 8 ans, un fils âgé de 15 ans, regardaient les Allemands avec curiosité plutôt qu'avec haine. La fille aînée passa le pain sans hésitation. La plus jeune fille demanda en anglais appliqué s'ils aimaient l'agneau. Margaret servit le ragoût dans le bol de Karl. L'odeur était écrasante. Vraie viande, légumes, herbes, nourriture réelle préparée avec soin, plutôt que des rations institutionnelles réchauffées dans une salle de messe. Ses mains tremblèrent en soulevant la cuillère. La première bouchée le frappa avec une force physique, saveur, chaleur, le simple réconfort d'une cuisine maison qu'il n'avait pas connue depuis 4 ans. Il posa sa cuillère, couvrit son visage de ses mains et pleura. L'arrangement. Fin 1945, la Grande-Bretagne détenait plus de 400 000 prisonniers allemands, en attente de rapatriement. L'Allemagne était détruite, incapable de recevoir les prisonniers rapidement. La Grande-Bretagne faisait face à de graves pénuries de main-d'œuvre, avec des millions d'hommes encore en uniforme à l'étranger. L'agriculture avait particulièrement besoin de travailleurs. Les fermes ne pouvaient pas fonctionner sans main pour récolter, entretenir l'équipement et effectuer le travail quotidien. La solution fut l'affectation systématique de prisonniers allemands aux travaux agricoles, sous la supervision des fermiers. Les prisonniers fourniraient le travail essentiel. Les fermiers les superviseraient, s'assureraient que le travail était effectué de manière compétente et signaleraient tout problème. Tout le monde comprenait que l'arrangement était temporaire, le rapatriement se produirait éventuellement, mais en attendant, les fermes avaient besoin de travailleurs, et les prisonniers avaient besoin d'une activité productive. Le programme fonctionnait selon des directives claires. Les prisonniers travaillaient des journées standards de 8 heures, effectuant des tâches agricoles. Ils recevaient des salaires, crédités sur des comptes pour un éventuel rapatriement. Ils étaient logés dans des camps ou des installations reconverties près des fermes où ils travaillaient. Les gardes accompagnaient initialement les groupes de travail, mais la supervision se relâcha à mesure que les prisonniers se révélaient fiables. Le travail était réel et nécessaire. Il ne s'agissait pas d'affectation symbolique, mais de véritables travaux agricoles qui maintenaient les fermes britanniques en activité. Ce que les directives n'anticipaient pas, c'est que le travail quotidien créerait des relations qui transcenderaient la dynamique prisonnier-superviseur. Les fermiers et les prisonniers travaillaient, côte à côte pendant des mois. Ils faisaient face à des défis communs, équipements cassés, mauvais temps, tâches difficiles nécessitant une coopération. Le travail créait un contexte d'interaction qui allait au-delà de la communication minimale nécessaire. William Harrison avait reçu 3 prisonniers allemands affectés à sa ferme en juillet 1945. 200 acres nécessitaient plus de main-d'œuvre que sa famille ne pouvait en fournir, surtout avec son fils aîné ayant été tué à Caen.
Les Allemands étaient une solution pratique au problème de main-d'œuvre, rien de plus. Mais 4 mois de travail quotidien les avaient transformés de prisonniers anonymes en individus qu'ils connaissaient. Karl, qui avait été employé de bureau avant la conscription. Heinrich, ancien enseignant. Franz, apprenti menuisier. Le rythme quotidien du travail créait la familiarité par la routine partagée et les petites interactions accumulées. Les matinées commençaient par l'appel au camp de prisonniers suivi du transport vers les fermes assignées. Karl, Heinrich et Franz arrivaient à la ferme Harrison vers 7 heures, recevaient les affectations de la journée et travaillaient jusqu'à 4 heures avec une pause pour le repas de midi. Le travail variait. Réparer les clôtures, récolter les cultures restantes, préparer les champs pour l'hiver, entretenir l'équipement, nourrir le bétail. Harrison supervisait mais travaillait aussi à leur côté. Il démontrait les tâches, s'attendait à une exécution compétente, corrigeait les erreurs sans hostilité. La relation était professionnelle. Il n'était pas un ami, mais n'était pas non plus un contremaître cruel. Juste un fermier enseignant aux travailleurs comment effectuer correctement les tâches agricoles et s'attendant à un effort raisonnable. Les premières semaines avaient été maladroites. Les prisonniers parlaient un anglais minimal. Harrison ne parlait pas allemand. La communication se faisait par gestes, démonstrations et apprentissage progressif du vocabulaire essentiel. Clôture, marteau, prudent et bon travail. Devinrent un langage partagé qui comblait le fossé entre employeurs et ennemis. Les petits gestes s'accumulèrent. Harrison apportait du thé pendant la pause du matin, rien d'élaboré, juste du thé chaud dans des tasses en fer blanc. Mais le geste reconnaissait les prisonniers comme des hommes qui méritaient une considération de base. Pendant les matinées froides, Margaret envoyait des sandwichs supplémentaires pour le repas de midi, quand elle savait que le travail de l'après-midi serait lourd. Les enfants regardaient les prisonniers travailler, curieux des Allemands qui semblaient étonnamment ordinaires. Les prisonniers travaillaient avec compétence. Karl n'avait jamais cultivé avant la conscription, mais apprit rapidement. Heinrich avait grandi à la campagne et comprenait instinctivement les tâches agricoles. Les compétences en menuiserie de Franz se révélèrent précieuses pour les réparations. Il travaillait régulièrement sans se plaindre, reconnaissant pour un travail en plein air qui était exigeant mais pas délibérément cruel. Harrison remarqua leurs compétences et commença à leur confier des tâches complexes. En octobre, il travaillait avec une supervision minimale, réparant l'équipement de manière indépendante, gérant les soins du bétail, prenant des décisions sur les priorités des tâches. La relation avait évolué, d'une supervision méfiante vers un travail d'équipe fonctionnel. La tempête. L'invitation au dîner vint après une journée particulièrement difficile, lorsqu'une tempête de novembre rendit le travail extérieur impossible. La tempête avait frappé en milieu de matinée. Pluie battante poussée par un vent qui rendait difficile de rester debout. Harrison avait annulé le travail et envoyé les prisonniers se mettre à l'abri dans la grange. Ils avaient attendu là pendant des heures, froids et mouillés malgré l'abri, s'attendant à un éventuel transport de retour au camp. En fin d'après-midi, la tempête ne s'était pas calmée. Le transport ne viendrait pas par ce temps. Les prisonniers passeraient la nuit dans la grange, avec un chauffage minimal et sans repas du soir convenable. Harrison regarda la grange depuis la fenêtre de sa cuisine et prit une décision qui ne nécessitait aucune délibération. Il marcha vers la grange. Les prisonniers se levèrent quand il entra, supposant qu'ils allaient être déplacés. Au lieu de cela, Harrison dit simplement « La tempête ne se calme pas. Vous resterez ici ce soir. Montez à la maison pour le dîner. Ma femme a fait du ragoût et il n'y a aucun intérêt à ce que vous restiez assis ici dans le froid. » Les prisonniers le fixèrent. Karl trouva son anglais. « Vous voulez que nous venions dîner chez vous ? » ?»« C'est ce que j'ai dit. La nourriture est prête, la famille attend. Venez. » La marche de la grange à la ferme sembla surréaliste aux prisonniers. Ils entrèrent dans une maison britannique en tant qu'invités, plutôt que prisonniers ou travailleurs. Tout ce qu'on leur avait enseigné sur la haine britannique suggérait que c'était impossible. Pourtant, cela se produisait. Le dîner. Margaret avait mis la table comme elle le ferait pour n'importe quels invités. Assiettes appropriées, pas de gamelles de prison, plats de service passés autour de la table, plutôt qu'une distribution institutionnelle. La nourriture était faite maison. Ragoût d'agneau avec légumes, pain frais avec beurre, thé dans de vraies tasses. Rien d'élaboré, mais tout signifiait que les prisonniers étaient donc traités comme des invités humains, plutôt que comme des combattants ennemis. Les enfants Harrison participèrent, avec un mélange de curiosité et de politesse soigneuse que leurs parents avaient inculqué. La fille aînée Sarah demanda en anglais appliquer des choses sur l'Allemagne.
non sur la guerre mais sur des choses ordinaires. Avait-il des fermes comme celle-ci ? Quel goût avait le pain allemand ? Les questions étaient innocentes et humanisantes, traitant les prisonniers comme des personnes avec des foyers et des vies, plutôt que comme des ennemis sans visage. La fille cadette Emma offrit du pain à Franz avec un sourire timide. Franz le prit avec précaution, comme si le geste pouvait se briser s'il était manipulé brutalement. Il avait 19 ans quand il fut conscrit, avait vu des choses en Russie qu'il avait vieilli de décennies, et cette simple gentillesse d'enfant le frappa avec une force qu'il ne pouvait traiter. Il hocha la tête en remerciement, incapable de parler. Le fils de Harrison, Thomas, était assis silencieusement. Il avait 14 ans quand son frère aîné mourut à Caen, tué par le tir défensif allemand pendant la campagne de Normandie. Il regardait les prisonniers allemands mangeant à la table de sa famille. Des hommes qui auraient pu servir dans des unités qui avaient tué son frère, et il luttait avec des émotions qu'il ne pouvait articuler. Son père le remarqua mais ne dit rien, laissant son fils travailler en privé sur des sentiments compliqués. La conversation fut hésitante mais sincère. Harrison demanda des nouvelles de leur famille en Allemagne. Karl décrivit sa fille à Brême, qu'il n'avait pas vue depuis 4 ans, dont la maison avait été détruite par les bombardements. Heinrich parla de sa femme enseignant à l'école à Hambourg, luttant pour survivre dans une ville détruite. Franz mentionna ses parents en Bavière. Zone rurale qui avait échappé aux pires destructions, mais faisait face à la famine à cause des récoltes ratées et de la distribution alimentaire perturbée. Margaret écouta avec une sympathie tranquille. Son frère avait été tué en Afrique du Nord. Elle avait perdu des amis lors des bombardements pendant le Blitz. Pourtant, ces prisonniers allemands assis à sa table n'étaient pas des ennemis abstraits. C'étaient des hommes avec des familles souffrant des conséquences de la guerre. Des hommes qui avaient été conscrits et jetés dans un conflit qu'ils n'avaient pas choisi. À un moment, Harrison mentionna son fils aîné. La table devint silencieuse. Karl regarda directement Harrison et dit doucement, en anglais appliqué, « Je suis désolé. La guerre a pris beaucoup de fils, les miens aussi. Mon frère, Stalingrad. Il avait 21 ans. » Harrison hocha lentement la tête. Pendant un moment, il n'y eut pas de camp, pas de nationalité, pas de guerre, juste des hommes qui avaient trop perdu, des familles qui ne seraient plus jamais complètes, une compréhension partagée qui transcendait l'idéologie politique ou l'allégeance nationale. Le repas continua dans une ambiance plus calme, mais avec une barrière brisée. Ce n'étaient pas des Britanniques et des Allemands, vainqueurs et vaincus, innocents et coupables. C'étaient des humains partageant la nourriture et reconnaissant des pertes partagées et une humanité commune que la guerre avait tenté de détruire, mais n'avait pu éliminer. L'effondrement. Karl avait passé 4 ans à s'attendre à la mort. En Russie où les pertes de la Wehrmacht approchaient de 70% pendant la retraite, à travers la Pologne où les forces soviétiques ne montraient aucune pitié aux Allemands capturés, pendant le transport vers l'Angleterre, où la propagande promettait la brutalité britannique. Il avait survécu grâce à un engourdissement psychologique qui lui permettait de continuer à fonctionner malgré l'horreur continue. La captivité britannique avait été la première contradiction à la propagande. La nourriture était adéquate. Le logement était supportable. Les gardes étaient fermes, mais pas cruelles. Les affectations de travail étaient un vrai labeur, mais pas délibérément punitives. Tout contredisait les avertissements nazis sur ce que signifiait la capture. Mais Karl était resté psychologiquement défensif, attendant une cruauté qui ne se matérialisa jamais. L'invitation au dîner brisa les défenses restantes. Ce n'était pas une conformité minimale aux conventions de Genève ou une politique calculée pour extraire la coopération. C'était une famille britannique invitant des soldats ennemis à partager leur table, leur servant de la nourriture faite maison, les traitant comme des invités méritants. Une courtoisie humaine de base. La gentillesse était incompréhensible dans le cadre idéologique nazi, qui dépeignait les Britanniques comme des ennemis décadents incapables de véritable civilisation. Les pleurs de Karl n'étaient pas seulement à propos du repas, bien que la première vraie cuisine maison en 4 ans y contribuait. Il traitait la collision entre propagande et réalité, entre attente de haine et expérience de compassion, entre identité de prisonnier ennemi et traitement comme être humain. Les contradictions accumulées devinrent écrasantes à la table du dîner familial, où un enfant lui offrait du pain avec un sourire. Margaret posa doucement sa main sur son épaule. « Tout va bien, mon garçon. Mangez. Vous êtes en sécurité ici. » Cette simple assurance, vous êtes en sécurité de la part d'une femme dont la nation il avait combattu,
prononcée pendant que son mari, qui avait perdu un fils, était assis de l'autre côté de la table, représentait tout ce que l'idéologie nazie ne pouvait expliquer. Les Britanniques n'étaient pas faibles pour montrer de la compassion aux ennemis vaincus. Ils démontraient une civilisation que le nazisme avait tenté de détruire, mais n'avait pu, parce que la véritable civilisation survivait même à la guerre totale. L'intégration. Le dîner devint un précédent pour une interaction continue, qui évolua au-delà de la relation employeur-travailleur. La tempête passa pendant la nuit. Les prisonniers retournèrent au travail le lendemain, mais quelque chose de fondamental avait changé. Ils avaient été invités dans une maison britannique. Ils avaient partagé un repas familial. Ils avaient été traités avec une dignité qui ne pouvait être oubliée ou rejetée. Le travail continua, mais la dynamique était différente, moins formelle, plus collaborative, caractérisée par le respect mutuel, plutôt que par l'interaction minimale nécessaire. Harrison commença à les inviter pour des repas occasionnels, quand le travail se prolongeait tard, ou que le temps empêchait le transport. Margaret mettait des places supplémentaires sans cérémonie, le traitant comme une extension naturelle du ménage agricole, incluant les travailleurs à la table familiale. Les enfants devinrent à l'aise avec les Allemands, posant des questions sur l'Allemagne, leur enseignant des phrases en anglais, les incluant dans les activités domestiques. Les prisonniers répondirent en travaillant plus dur, prenant des initiatives, démontrant leur appréciation par un travail compétent plutôt que par des mots qu'ils n'avaient pas l'anglais pour exprimer. Ils réparèrent l'équipement au-delà des tâches assignées, travaillèrent des heures supplémentaires quand la récolte l'exigeait, aidèrent avec des projets qui bénéficiaient à la ferme sans être spécifiquement ordonnés. La gratitude fut exprimée par des actions qui montraient qu'ils comprenaient la gentillesse qu'ils avaient reçue et voulurent la rendre. D'autres fermes remarquèrent l'arrangement et mirent en œuvre des pratiques similaires. Les prisonniers allemands mangeant aux tables familiales britanniques devinrent assez courants dans les zones rurales pour que cela cesse d'être remarquable. La pratique n'était pas universelle. Certaines familles ne pouvaient surmonter le chagrin ou la colère pour offrir une telle hospitalité, mais beaucoup découvrirent que traiter les prisonniers comme des êtres humains, plutôt que comme des ennemis abstraits, créaient de meilleures relations de travail et parfois de véritables amitiés. Les photographies apparurent dans les journaux début 1946. Images d'Allem-Point des prisonniers travaillant aux côtés des agriculteurs britanniques, assis à des tables familiales, participant à des événements villageois. Les photos ont suscité un débat. Certains lecteurs ont condamné la fraternisation avec l'ennemi. D'autres ont loué la capacité britannique à faire preuve de miséricorde envers les ennemis vaincus. La plupart ont simplement reconnu que les familles rurales prenaient des décisions pratiques sur la façon de gérer les prisonniers assignés à leur supervision, et que la gentillesse produisait de meilleurs résultats que l'hostilité. La rapatriement. Lorsque la notification est arrivée que les prisonniers seraient rapatriés en Allemagne, la séparation était plus difficile que quiconque ne l'avait anticipé. Karl, Heinrich et Franz avaient travaillé à la ferme Harrison pendant 7 mois au moment où les ordres de rapatriement sont arrivés en février 1946. 7 mois de travail quotidien, de dîners familiaux occasionnels, d'interactions accumulées qui les avaient transformés de prisonniers anonymes en individus que les Harrison connaissaient. La notification qu'ils seraient transportés en Allemagne dans quelques jours a créé une complexité émotionnelle inattendue. Les prisonniers ressentaient du soulagement, ils seraient réunis avec leurs familles, retourneraient dans leur patrie, reprendraient leur vie interrompue. Mais ils ressentaient aussi de la gratitude, frise l'affection pour les Harrison, qui les avaient traités avec décence, qui contredisait tout ce que la propagande nazie avait enseigné sur le caractère britannique. Partir semblait abandonner des gens qui leur avaient montré une gentillesse inattendue pendant leur période la plus basse. Les Harrison ont connu une complexité similaire. Les prisonniers avaient été des travailleurs essentiels dont le travail maintenait la ferme opérationnelle. Les remplacer serait difficile, mais plus significativement, ils étaient devenus des présences familières, des hommes dont la famille connaissait les personnalités, dont ils avaient entendu les histoires, dont ils avaient reconnu l'humanité. Les renvoyer en Allemagne détruite semblait injuste malgré être nécessaire. Le dîner final s'est produit le soir avant le départ. Margaret a cuisiné un repas spécial en utilisant des rations accumulées, un vrai rôti avec des légumes, un dessert fait de conserves qu'elle avait gardées. La conversation à table était sobre, tout le monde conscient que c'était un adieu. Karl a tenté d'exprimer sa gratitude en anglais, qui restait hésitant malgré des mois d'utilisation quotidienne. « Vous nous donnez l'humanité. Nous pensions que les Britanniques nous haïssaient. Vous montrez la gentillesse. Nous n'oublions pas. »
La réponse de Harrison était caractéristiquement sobre. « Vous l'avez mérité par un travail honnête et un comportement décent. C'est tout ce que nous demandons à quiconque. » Margaret a préparé des paquets pour chaque prisonnier, du pain, du fromage, de la viande séchée, de petits conforts pour le voyage en Allemagne qui serait long et probablement difficile. Le geste était maternel, transcendant la nationalité ou l'ancienne inimitié. C'étaient des hommes qu'elle avait nourris pendant des mois, dont elle avait entendu les histoires, dont elle avait reconnu l'humanité. Les envoyer les mains vides était impensable. Le fils de Thomas Harrison a serré la main de chaque prisonnier, un geste formel qui reconnaissait les émotions compliquées qu'il avait naviguées pendant 7 mois. Ces hommes n'avaient pas tué son frère spécifiquement, mais ils avaient servi le régime qui l'avait fait. Pourtant, ils avaient aussi travaillé honnêtement, se sont comportés décemment et ont subi des pertes similaires à ce que sa famille avait enduré. La poignée de main représentait l'acceptation d'une complexité morale qui ne pouvait être réduite à une simple haine. Le départ. Le camion est arrivé à l'aube. Les prisonniers ont chargé des possessions minimales, ont dit des adieux finaux, sont partis vers le centre de traitement qui organiserait le transport vers l'Allemagne. Karl a regardé en arrière la ferme Harrison, alors que le camion s'éloignait. La ferme où il avait été traité comme un invité, les champs où il avait travaillé, la famille qui lui avait montré de la gentillesse pour laquelle il ne pouvait pleinement exprimer sa gratitude. La ferme a disparu derrière les collines alors que le camion continuait vers le camp. Dans son sac, soigneusement enveloppé, était le pain que Margaret avait cuit. À côté était une photographie que les Harrison avaient prise, une image des 3 prisonniers debout avec la famille, et Margaret avait insisté pour qu'ils gardent une copie. L'image montrait une famille britannique et des prisonniers allemands ensemble, souriant, la guerre terminée et l'humanité réaffirmée par le simple acte de se tenir ensemble devant la caméra. Le voyage vers l'Allemagne a pris des semaines. Le pain a duré 3 jours. La photographie a duré toute une vie. Karl la garderait sur son manteau de cheminée dans son appartement reconstruit de Brême, la montrant à sa fille quand elle a demandé sur son temps en Angleterre. Il décrivait la famille Harrison, le travail à la ferme, les dîners à leur table, la gentillesse qui contredisait la propagande nazie et lui enseignait ce que la civilisation signifiait réellement. La table ferme Harrison, novembre 1946, 1 an après ce premier dîner. La famille s'est réunie pour le repas du soir à la même table où les prisonniers allemands s'étaient assis. Les chaises étaient occupées par la famille seulement maintenant. Les prisonniers étaient retournés en Allemagne. De nouveaux travailleurs n'avaient pas été assignés, la ferme gérée avec le travail familial augmenté par l'aide saisonnière. Mais le souvenir restait. Margaret mettait parfois la table et se rappelait des prisonniers allemands, assis où ses filles s'asseyaient maintenant, des hommes qui avaient pleuré à la simple gentillesse d'un repas fait maison. Thomas avait progressivement fait la paix avec des émotions compliquées sur les ennemis à la table familiale, comprenant que son frère n'aurait pas voulu qu'il porte la haine pour toujours. Les filles se souvenaient des Allemands qui avaient travaillé à la ferme et demandaient parfois ce qui leur était arrivé. William regardait la table et pensait à la lettre de Karl, à propos d'hommes qui étaient arrivés comme prisonniers et partis comme quelque chose approchant des amis, à propos de la gentillesse qui coûtait peu, mais signifiait tout pour des hommes qui s'attendaient à la brutalité. L'expérience avait renforcé les croyances qu'il avait tenues, mais que la guerre avait testées, que traiter les gens décemment était juste indépendamment de la politique, que l'équité produisait de meilleurs résultats que la cruauté, que la civilisation signifiait maintenir des normes même envers les ennemis vaincus. La table était du bois ordinaire, marquée par des décennies d'utilisation, rien de spécial à ce sujet, sauf qu'elle était devenue le lieu où d'anciens ennemis étaient devenus des humains, où une famille britannique avait démontré la résilience de la civilisation, où le simple acte de partager un repas avait montré que la haine n'était pas le résultat inévitable de la guerre. Des années plus tard, les historiens documenteraient le traitement britannique des prisonniers de guerre allemands, analysant les politiques et les résultats, mesurant le succès par des statistiques sur la coopération et les attitudes d'après-guerre. La documentation montrerait l'équité systématique, des politiques calculées qui équilibrent la sécurité avec un traitement décent, une réflexion stratégique sur les conséquences à long terme de la façon dont les ennemis vaincus étaient gérés. Mais la vraie histoire était plus simple et plus profonde. Elle était dans des moments comme des prisonniers allemands, pleurant à la table du dîner familial, dans des familles britanniques étendant l'hospitalité, à des hommes qui avaient combattu contre eux, dans de petites gentillesses accumulées qui contredisaient la propagande et reconstruisaient la connexion humaine à travers les divisions de la guerre.
La table des Harrison avait fait partie de cette plus grande histoire, une famille parmi des milliers qui avait fait des choix similaires, traitant les prisonniers comme des êtres humains plutôt que des ennemis abstraits, découvrant que la compassion était plus forte que la haine, que la civilisation survivait par des actions qui coûtaient peu, mais signifiaient tout. Le repas était servi, la famille mangeait ensemble, la conversation était ordinaire, des plans pour le travail de demain, les activités des enfants, les préoccupations banales de la vie à la ferme, rien de dramatique ou d'historique, juste un dîner familial à une table en bois qui avait autrefois accueilli des prisonniers ennemis et leur avait montré une gentillesse inattendue qui serait rappelée pendant des vies. La table est restée quand la famille a fini, attendant les repas de demain, témoignant de la vérité silencieuse que parfois les plus grandes victoires de l'humanité se produisaient non sur les champs de bataille, mais aux tables à dîner où d'anciens ennemis étaient invités à rompre le pain ensemble et traités avec dignité que la guerre ne pouvait détruire.